Bonjour les cryptonautes, c'est ton spécialiste DeFi préféré de cryptomonnaie.fr. Et aujourd'hui, je vous amène au cœur des crypto-monnaies. On va décortiquer un sujet pas toujours clair, la tokenomie des projets. Investisseur chevronné depuis plus de 5 ans, spécialisé dans les revenus passifs, je vais vous guider à travers l'économie stellaire des crypto-monnaies. Alors avant de décoller, n'oublie pas de t'abonner pour soutenir la chaîne. Commençons par définir le terme central de notre sujet, la tokenomie. En termes simples, la tokenomie représente l'ensemble de l'économie d'un projet. Elle définit comment le jeton est créé, son utilité au sein de l'écosystème, sa répartition et sa distribution. Traditionnellement, un jeton est appelé token s'il utilise la blockchain d'une autre crypto-monnaie, et coin s'il est natif de sa propre blockchain. Mais ces distinctions autrefois étaient très claires, mais elles deviennent de plus en plus floues. On ne va pas s'attarder là-dessus. La tokenomie est définie dans le white paper d'un projet, et elle est souvent considérée comme inchangeable. Cependant, certaines équipes ont décidé de repousser les limites en la modifiant, parfois pour le meilleur, mais parfois pour le pire. Prenons le Bitcoin en exemple, avec une tokenomie inchangée depuis ses débuts, contrairement à Ethereum qui a subi des évolutions notables, passant de preuves de travail, proof of work, à des preuves d'enjeu, proof of stake, et en ajustant son système de récompense, en introduisant un système de burn. On peut noter également que le projet Myota a créé des tokens à partir de rien. Ils ont augmenté le nombre de tokens maximum et la team s'en est octroyé plus de 50%. Modifier la tokenomie n'est pas anodin. Ces changements peuvent chambouler l'économie du projet et impacter sérieusement les investisseurs. Maintenant, travaillons l'aspect crucial de l'offre et de la distribution des tokens. L'offre représente simplement le nombre total de jetons en circulation. Cette quantité peut être fixe ou variable, augmentée ou diminuée au fil du temps. Nous reviendrons plus tard sur ces notions. Quant à la distribution, elle peut être parfois confondue avec la répartition des tokens entre les différents acteurs. Ces acteurs peuvent inclure les développeurs, les investisseurs privés, les investisseurs publics, la grand-mère du développeur, le département marketing et bien d'autres. Parlons-en honnêtement. Voir le marketing nous donne des boutons, c'est une dinguerie. Il faut vraiment qu'ils arrêtent de nous prendre pour des idiots. Quand un projet démarre, il doit lever des fonds, généralement via des investisseurs privés. Ces investisseurs prêtent de l'argent pour permettre le développement du projet. Il est donc logique qu'ils reçoivent des jetons en retour qui soient bloqués et débloqués au fil du temps. C'est normal. Cependant, la clé ici, c'est de comprendre comment l'argent des investisseurs est réparti entre l'équipe, le marketing et la pérennité du projet. À aucun moment, les jetons ne devraient être consacrés uniquement au marketing. Que se passe-t-il dans un tel cas? Ils vont être vendus pour payer les pubs et les influenceurs. Cette vente est effectuée soit par la team en elle-même, soit par les agences de pub ou les influenceurs. Car les agences de pub ont un business model et les personnes qui y travaillent ont besoin d'un salaire à la fin du mois. Les entreprises ont besoin de payer des factures. Ils peuvent les payer avec les tokens? Non, certainement pas. Donc les tokens vont être vendus sur qui? Sur votre dos. Un autre point à surveiller, la répartition inégale entre l'investisseur public et l'investisseur privé. Cela peut se manifester sous forme de différence de prix, avec par exemple un prix 10 fois supérieur pour l'investisseur public par rapport à l'investisseur privé, ou à travers des tours préliminaires qui augmentent au fur et à mesure le prix du token. Un autre signal d'alerte est une répartition où une trop grande partie, disons 50, 60, voire 70% des jetons, oui oui on le voit, se trouve entre les mains de l'équipe et des investisseurs privés. Si vous achetez de tels tokens, vous devenez la porte de sortie des investisseurs privés. Prenons un exemple concret, car oui, il y en a, comme Aptos avec 45% des jetons qui appartiennent aux investisseurs privés. Ou plus notable encore, celle qui me répugne le plus, Aleo, avec 77% des tokens qui appartiennent à l'équipe ou aux investisseurs. Prenez le temps d'examiner ces informations, c'est crucial. Cela pourrait faire toute la différence dans votre décision d'investir. Soyez conscient et critique. Ne soyez pas la porte de sortie des investisseurs privés. Abordons à présent la libération des tokens, également connue sous le nom de vesting. C'est un aspect crucial à surveiller car cela peut jouer en votre défaveur. Prenons l'exemple de DYDX, un projet majeur dans le domaine des DEX, échangeurs décentralisés. Comme vous pouvez le constater, le token est très peu liquide actuellement, favorisant ainsi une hausse potentielle de son prix. Aujourd'hui, je vous l'accorde, on est en bear market, c'est pas forcément visible. Comme nous pouvons le voir, l'offre totale du token sera multipliée quasiment par 2 du jour au lendemain. Donc techniquement, il y aura 2 fois plus d'offres, ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait 2 fois plus de demandes, donc d'acheteurs, pour maintenir le prix. Ayant
ces notions et cette information, je ne vais pas me placer du côté des acheteurs actuellement. Donc, les investisseurs éclairés comme moi n'ont pas acheté des DYDX ou attendent ce vesting pour potentiellement aller en acheter. Entre nous, je vais jouer à Madame Irma, on peut même y jouer ensemble si vous voulez. Il y aura une baisse du prix du token entre novembre et décembre 2023. On l'a déjà vécu avec d'autres crypto-monnaies. Flow par exemple. Le 3 octobre 2021, Flow a une capitalisation de 1 milliard de dollars et le prix du token est à 16,15 dollars. Le 2 novembre 2021, soit un mois après, la capitalisation est de 3,7 milliards de dollars. Donc techniquement, le prix du token aurait dû augmenter et même faire un beau multiple. Mais à ce moment-là, le prix du token est passé de 16,15 dollars à 12,07 dollars. La libération des tokens a piégé énormément d'investisseurs. Un autre point à surveiller est la présence d'airdrop en cours de route pour certains tokens. Bien que cela puisse être une aubaine pour les utilisateurs avertis comme moi, cela peut être catastrophique pour les néophytes. Par exemple, Arbitrum prévoit des airdrops pour les projets partenaires, transférant ainsi de la valeur vers leur pool de liquidité. Cela permet d'inciter le public à utiliser leur Layer 2 en augmentant artificiellement les revenus de la DeFi. Le 4 novembre, attendez-vous à voir les projets sur Arbitrum augmenter leurs récompenses de farm. Pour les abonnés Cryptonautes, les stratégies DeFi sont déjà mises en place pour tirer profit de cette opportunité. Sinon, éloignez-vous d'Arbitrum, sous peine de voir votre portefeuille en prendre un coup. Enfin, une dernière chose à noter, certains comptes sociaux ont récemment mis en avant la tokenomie et en particulier la libération des tokens de 2015-2016. Parlons de XRP. 100% des tokens sont détenus par l'entreprise, dont 20% appartiennent à l'équipe. Depuis sa création, un membre de l'équipe, il me semble que c'est McCaleb, a vendu ses tokens. Pour être honnête, XRP ne correspond pas à la vision traditionnelle de la crypto-monnaie. Sa blockchain est totalement arbitraire et son système de validation de transactions est très controversé. Mais revenons sur sa tokenomie. Depuis sa création, XRP Labs contrôle le prix du token. On remarque que la valorisation de XRP a augmenté, mais que le prix ne suit pas. Cela montre une offre qui suit la demande. XRP Lab maintient le prix du XRP bas. Quand vous investissez dans les crypto-monnaies, il ne faut pas regarder le prix d'un token, mais sa capitalisation. Si elle augmente mais que le prix ne bouge pas, c'est qu'il y a anguille sous roche. L'investissement dans les crypto-monnaies est totalement différent de l'investissement dans les actions. C'est pour cela que les régulateurs ont du mal à réguler les crypto-monnaies. C'est une nouvelle sorte d'actif. Enchaînons avec l'inflation du token. L'inflation, qui correspond au pourcentage de tokens créés par an par un protocole, cette inflation peut être contrôlée dans certains cas ou non dans d'autres. Prenons l'exemple de Dogecoin, où l'inflation n'est pas maîtrisée. Un grand nombre de Doge est créé à chaque transaction. Plus il y a d'échanges et de volume sur la blockchain, plus il y a de création de tokens, dévalorisant ainsi le token. Imaginons que vous achetiez une crypto-monnaie qui n'a que 10 jetons au total. Vous achetez le jeton pour 10 euros. Donc la valorisation totale de la blockchain est de 100 euros. Un jeton égale 10 euros, donc 10 jetons égale 100 euros. 10 fois 10, calcul simple. Cependant, lors de l'échange, des tokens sont créés, augmentant l'offre. Le jeton ne vaut plus 10 euros car l'offre a augmenté. C'est ce qui se passe exactement sur Dodge, une inflation non contrôlée qui dévalue le token. Dodge n'offre aucun rendement, et même s'il avait une utilité, il ne serait pas intéressant d'y investir. Certains protocoles ont une inflation qui est contrôlée, comme Atom. L'inflation est définie en fonction des récompenses de stacking. Si vous possédez des atomes, mais que vous ne les stackez pas, vous subissez techniquement une perte d'argent en raison de l'inflation qui est de 18% par an. Cependant, avec le groupe Cryptonaut, vous avez la possibilité de faire de la DeFi avec Atom, générant actuellement près de 30% d'atomes par an. Ainsi, nous surpassons l'inflation du token, gagnant de l'argent de manière passive. Sachez que si vous allez sur Binance ou sur des échangeurs centralisés, souvent on vous propose de stacker vos crypto-monnaies à un taux inférieur que ce qui est stacké si vous allez sur le portefeuille officiel ou sur la blockchain de la crypto-monnaie. C'est comme ça que les échangeurs centralisés gagnent de l'argent sur votre dos. Certains protocoles adoptent un système déflationniste où le nombre de tokens en circulation est limité, voire diminue avec le temps. Cela rend l'offre beaucoup plus rare, inversant ainsi la dynamique. La déflation est souvent implantée via le système de burn, où une partie des frais de transaction est envoyée sur une adresse inaccessible, soit parce que le portefeuille est inaccessible car personne n'a les clés privées pour ouvrir ce dernier,
soit parce que l'adresse n'est pas compatible avec la crypto-monnaie, perdant dans les deux cas les tokens de manière permanente. Un exemple concret de ce mécanisme est le BNB, le Binance Coin. Initialement, il y avait 200 millions de tokens BNB, mais Binance investit trimestriellement une partie de ses bénéfices sur le token BNB et les tokens ainsi acquis sont brûlés. Cette stratégie vise à atteindre un nombre maximal de 100 millions de jetons, ce qui contribue à la rareté du token et peut potentiellement augmenter sa valeur au fil du temps. Chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. Il est essentiel de comprendre la dynamique spécifique à chaque projet. Et il y a toujours des exceptions à la règle. Ethereum en est une. Contrairement à d'autres, Ethereum a une offre illimitée de tokens. Actuellement, il y a une légère inflation, mais en période de marché haussier, le nombre de tokens en circulation peut diminuer, car la team a implanté un système de burn de tokens, ce qui va rendre Ethereum déflationniste à long terme. Passons à un exemple à éviter, WorldCoin. Bien que le nombre de tokens de WorldCoin soit techniquement limité, très peu sont en circulation. Pour en obtenir, on vous demande de vendre votre identité en prenant une photo de votre iris. Votre iris est comme une empreinte digitale, unique au monde. Le projet semble fou, et mis à part la vente de votre identité, il n'y a pas réellement d'utilité pour le token. Pourtant, l'identité numérique a un rôle à jouer dans le monde du Web3, et d'autres projets bien plus utiles et aboutis sont déjà présents sur le marché. Revenons à sa tokenomie. Vous recevez 50 $ de token WorldCoin en échange de la photo de votre iris. Mais voilà le problème. Qu'est-ce que vous faites de ces 50 $ de token? Bah techniquement rien, pas grand-chose. Donc, vous les vendez. Il y a une pression donc baissière sur le token, ce qui a tendance à faire diminuer le prix. Donc pour donner 50 $ de token, il faut donner de plus en plus de tokens. Le projet WorldCoin continue de donner des tokens, mais il a besoin de plus en plus de tokens pour contrebalancer la donation constante de ces nouveaux tokens, car 100% de la supply a déjà été créée. Pour simplifier, évitez les projets qui distribuent massivement des tokens sans véritable utilité. Cela peut être risqué pour votre portefeuille et soyez prudent avec les airdrops, la libération massive de tokens ou tout événement similaire, car cela peut affecter négativement tous vos investissements. Tout cela nous amène à parler naturellement de l'utilité du token. Avant d'investir, demandez-vous si le token est utilisé comme moyen de paiement dans l'écosystème, s'il donne accès à des services, si le token c'est un token de gouvernance ou s'il sécurise la blockchain. Personnellement, si un token est seulement destiné à la gouvernance, je n'investis pas dedans. Prenons l'exemple de Curve. Une grande partie des Curves est détenue par des gros portefeuilles. Vous vous demandez comment rivaliser dans les votes avec les portefeuilles qui peuvent voter à hauteur de 5 à 10%. C'est difficile, voire impossible, surtout avec des millions de curves qui sont en jeu. Comparé à votre petit portefeuille qui contient quoi? Des centaines, des milliers de curves? Pas grand-chose comparé aux autres. La même logique s'applique à des projets comme Arbitrum. J'utilise ce layer 2, mais je n'ai aucun besoin d'Arbitrum pour l'utiliser. À quoi me sert d'avoir des Arbitrum? À rien. De même pour Optimist. Cela ne me sert actuellement à rien d'avoir des optimistes ou des Arbitrum. Par contre, les avoir dans mon portefeuille, les farmer pour les revendre, ça c'est utile. Souvent on vous vend des tokens, mais l'utilisation de la blockchain peut se faire sans eux. Les bitcoiners maximalistes disent souvent pas besoin de tokens pour cela. On a besoin de TH dans l'ensemble de son écosystème. On a besoin de GLD dans l'ensemble de son écosystème. Pour comprendre l'utilité d'un token, pas besoin de lire le white paper. Allez simplement utiliser le réseau et regardez si vous avez besoin d'en avoir pour pouvoir utiliser le réseau. Sachez par exemple que BNB, qui fait partie quand même du top 5 des crypto-monnaies, a été créé grâce à Atom. Cependant, Atom avait un modèle économique qui ne permettait pas de bénéficier du succès de BNB. Certains tokens vous permettent d'accéder à des rendements plus élevés dans la DeFi. Restez sceptique. Je n'achète pas ce genre de token car souvent ceux qui augmentent vos rendements sont également une source de revenus passifs pour les spécialistes de la DeFi comme moi. Donc si quelqu'un vous oblige à bloquer vos tokens, ce n'est pas vraiment bon pour votre portefeuille. Pour conclure, est-ce que vous avez vraiment besoin d'utiliser ce token? Demandez-vous constamment si l'acquisition du token est nécessaire pour utiliser un service. Quel avantage cela vous apporte de posséder ce token et quel inconvénient y aurait-il de ne pas l'avoir ou
de l'avoir. Attention, ce n'est pas parce que certaines crypto-monnaies ont une mauvaise tokenomie qu'on ne peut pas gagner de l'argent ou que le projet ne prendra pas de valeur. Il faut garder en tête ces notions et les mesurer dans vos futurs investissements. La compréhension de la tokenomie est cruciale pour évaluer véritablement le potentiel d'un projet. Un projet solide avec une mauvaise tokenomie n'est pas un bon investissement, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Il est essentiel de noter que toutes les informations sur la tokenomie prennent du temps à être assimilées. Investir n'est pas seulement placer de l'argent sur un projet et attendre des années. Le marché est complexe, en constante évolution et nécessite une vigilance continue. Pour ça, des ressources comme cryptomonnaie.fr existent. Vous gagnez du temps et de l'argent. Soyez des investisseurs avertis. Comprenez l'utilité réelle des tokens que vous achetez. Soyez conscient de la tokenomie sous-jacente de chaque projet. Et rappelez-vous que le marché demande du temps pour être bien compris. C'est la clé pour faire des choix éclairés dans l'univers complexe des crypto-monnaies. Je vous dis à la prochaine les cryptonautes et rendez-vous sous The Moon.